On en était arrivé à quelle page? 39. Nous étions arrivés, cher ami, à la page. 39. 39, en J'ai effet. perdu la page. Quelle Ah 39? non, c'était la page 39, je crois. Bien, excellent. Et donc, on avait vu des débats par rapport à la durée et l'impermanence. Vous vous souvenez, c'est pas facile pour les Vaibhashika d'expliquer les deux en même temps. Et donc, on en était arrivé là. Et puis, il y a aussi la question par rapport aux causes, en fait. Ce que dit l'étudiant, page 39, il dit, pour moi, c'est un problème de dire que la cause directe du second moment, c'est le premier. Vous avez par exemple lundi, mardi et mercredi. Oui. La cause directe de mardi, c'est Lundi. lundi, exactement. Et donc, lui, il a un problème, l'étudiant, par rapport à ça. Et donc, Guéchet-Dreyfus dit pourquoi? L'étudiant dit si ce sont des instants séparés, il y a problème. Des instants séparés. Qu'est-ce que ça veut dire des instants séparés? Est-ce que lundi et mardi ne sont pas séparés d'un certain point de vue? C'est un problème de contact, non? Alors, c'est une question, est-ce qu'ils sont la même entité ou des entités différentes, en fait? Bah, Compliqué. Est-ce qu'une Ben, cause... s'il n'y a Ouais. plus de... Oui. S'il n'y a plus lundi, il n'y a pas mardi. Alors, en effet, s'il n'y avait pas lundi, il n'y aurait pas mardi. Donc, en effet, s'il n'y avait pas une cause, il n'y aurait pas son effet. Tout le monde est d'accord? oui. Ouais. Très bien. Est-ce que ça veut dire que la cause et son effet sont une même entité? Ah, pas forcé. Non. C'est Non. deux choses différentes, oui. Très bien. Alors, c'est deux choses différentes, mais la table et sa couleur sont deux choses différentes, et pourtant elles sont une même entité. Ouais. Ouais. Donc, le fait que deux phénomènes soient différents, c'est pas, ça prouve pas en fait qu'ils soient des entités différentes. Donc, des entités différentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils apparaissent, s'ils pouvaient apparaître à une perception directe, Ils apparaîtraient simultanément. Voilà. ils apparaîtraient. Simultanément. Alors, s'ils étaient en effet une même entité, mais s'ils étaient deux entités différentes, Ils apparaîtraient différemment. voilà, ils apparaîtraient séparément. Séparément, exactement. C'est-à-dire que quand vous percevez une graine, est-ce que vous percevez une pousse? Non. 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 Quand vous percevez une pousse, est-ce que vous percevez une graine? Non. Non. En effet. Donc ça veut dire que la graine et la pousse apparaissent séparément. Donc elles sont des entités différentes. Hmm. Lundi et mardi sont des entités différentes parce qu'ils apparaissent séparément, ouais. Oui. Donc la cause et son effet sont nécessairement des entités différentes. Nécessairement. Parce que tout simplement, elles ne sont pas simultanées en fait. Pour que deux phénomènes soient une même entité, il faut qu'ils soient simultanés, ouais. Ouais. Très bien, excellent. Ok, alors bien sûr, pour les Vaibhashika, ils sont capables d'affirmer des causes et des effets qui sont simultanés. Donc ça pose question. Mais c'est vrai que pour les Vaibhashika, c'est possible. C'est quoi ça? C'est l'Ungrik qui s'est posé sur une aire d'autoroute. Exact. Sur une branche. Elle est sur une branche. Ça, c'est vraiment de l'assiduité. Elle s'est posée sur une branche. Bien, parce que j'avais pas Internet à Joncel, donc je suis descendue à Lunas. C'est vraiment la guerre là-haut. Ok, d'accord. Bon, t'es arrêté sur le bord de la route, t'es pas en train de conduire. Dans ma voiture, ouais, ouais. Bon, très bien. Excellent. Ok, donc ce sont des entités séparées, des entités différentes, la cause et son effet. Oui. Donc c'est ce que va répondre ici Guéchet-Dreyfus, page 39, il dit, mais l'un, donc un instant qui cause un instant suivant, l'un ne peut être la conséquence de l'autre que s'ils sont réellement distincts. En effet, c'est exactement notre problème. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, pour les Vaibhashika, comme on l'a dit, il y a des exceptions. Il y a des causes et des effets qui sont simultanés. Par exemple, l'espace et la table dans laquelle qu'on bouge dans l'espace, etc. L'espace est une cause active et coexiste avec la table. Mais sinon, la plupart du temps, même pour les Vaibhashika, la plupart du temps, les causes précèdent leurs effets. Et donc sont nécessairement des entités distinctes, des entités différentes. Hmm. Ok? Ouais?
Donc, je dis, l'idée est que deux phénomènes semblables ne peuvent pas être produits par des causes dissemblables, n'est-ce pas? Donc là, il y a une question de similarité et dissimilarité. Et là, c'est très important. C'est cela l'idée. C'est une idée qui est importante, mais qui doit être abordée avec pas mal de souplesse. Pour quelle raison? Parce que c'est une idée métaphorique. Ce n'est pas une idée que l'on peut cerner de façon précise. Quand on dit que les effets ne sont pas produits par des causes dissemblables, que veut-on dire? Similarité et non-similarité sont des notions qualitatives qu'il est très difficile de cerner. On retrouve quand on étudie Dura, les compendiums de thèmes, à la fin du chapitre sur les causes, il y a des débats sur qu'est-ce que un même type d'isolat, etc. Par exemple, si vous avez cette main-là et cette main-là, on peut dire qu'en effet, il y a une similitude, d'un certain point de vue. Il y a une similitude. Ça veut dire que naturellement, quand notre esprit se dirige vers ces deux mains, il va y avoir la notion naturelle, comme quoi les deux sont semblables. Alors que si on prend une tasse là et une main là, naturellement, quand notre esprit va se diriger vers ces deux objets, il va y avoir la notion de dissimilarité. Elles sont dissemblables. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, bien sûr, c'est d'une manière instinctive, parce que si on réfléchit, à ce moment-là, il y aura des similitudes. Une tasse et une main sont deux choses produites. Donc, elles sont similaires du point de vue d'être des choses produites. Elles sont similaires du point de vue d'être causées, d'être des effets, d'être des existants, etc. Ouais. Mais là, c'est quand on commence à réfléchir qu'on trouve des similarités. Alors que si on ne réfléchit pas instantanément, on dira qu'une tasse et une main sont dissemblables. Ouais. Ça va? Ok. Donc le dissemblable, est-ce que ça concerne uniquement la perception directe? Normalement, on pourrait dire, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est vrai que dans la définition telle qu'on la trouve, la définition dans l'Oric, on trouve quand l'esprit se dirige spontanément vers ces objets, il trouve une similarité, une similitude, salut Rachel, une similitude entre deux objets. Et donc, quand l'esprit se dirige, ils ne disent pas que c'est nécessairement une perception directe. En fait, ça peut être une conceptualisation. Par exemple, on pourra dire que le problème, c'est que quand eux, ils choisissent des illustrations, ils disent que ça peut être des formes, des consciences et des facteurs composés non associés. Et quel est le point commun entre ces trois? C'est que ce sont des choses. Exactement, tout à fait. Donc, ça semble sous-entendre malgré tout que... Mais il y a aussi des isolats qui sont similaires et qui peuvent être permanents. Par exemple, le non-soi. Le non-soi personnel d'une table et le non-soi personnel d'une personne sont quand même similaires en termes de simple négation. D'accord. Ouais. Donc ça existe aussi. Très bien. Et donc dans ce cas-là, bien sûr qu'on peut parler de perception directe aussi, puisque le non-soi est perçu directement par les arias. Ouais. Ouais. Donc on peut quand même parler d'une perception directe, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas explicite. Hein, on en reparlera. On en reparlera. Très bien, donc la similarité et la dissimilarité, en fait, elle est avant tout quelque chose de perceptuel, mais on peut bien sûr parler de la conceptualisation aussi. On peut très bien évoquer la conceptualisation. Par exemple, l'espace à l'est et l'espace à gauche sont permanents. Ils sont semblables, mais ils sont les objets apparents de conscience conceptuelle. Très bien. OK. Donc c'est cette question-là qui est traitée là dans la page 39 en bas. Donc similarité et non-similarité sont des notions qualitatives qu'il est très difficile de cerner. Par exemple, si on veut un pommier, il faut semer des graines de pommier. Ça, on est d'accord. Si on sème des graines de prunier, on ne peut pas obtenir de pommier. Mais cela ne veut pas dire que les phénomènes semblables soient toujours produits par des causes rigoureusement semblables. Ouais. C'est là où on a cette difficulté entre être le même ou différent. C'est peut-être pour ça qu'en Inde, on entend souvent parler de same but different. C'est pareil, mais c'est différent. Donc, c'est peut-être pour ça, parce que c'est difficile de cerner. Que veut dire l'identité? Si vous avez cette main gauche et cette main droite, elles sont semblables, mais elles ne sont pas identiques. Vous êtes d'accord? Il y en a une qui a une main gauche et il y en a une qui a une main droite.
Les deux sont des mains. Elles sont semblables dans le fait qu'elles soient des mains, mais elles sont dissemblables par rapport au fait qu'une soit une main gauche et l'autre soit une main droite. Donc c'est là où c'est très très subtil la notion de similarité et de dissimilarité. Très bien. Donc on peut par exemple faire du diamant artificiel qui est produit par des causes différentes de celles qui sont nécessaires à la création du diamant naturel, parce que le diamant naturel, ça peut prendre des millions d'années. Les deux types de diamants, bien que similaires, sont produits par des causes qui ne sont pas rigoureusement semblables, on est d'accord? C'est-à-dire que vous avez un four avec une pression très très forte qui peut produire du diamant à partir du carbone. Et vous avez un four naturel avec une pression très forte au creux de la terre, etc. Et vous avez du diamant naturel. Donc ce sont quand même deux causes dissemblables et vous avez quand même des effets qui sont assez semblables. Mais quand on parle de similarité, c'est ça qu'on entend. Ça veut dire qu'on parle quand même de deux choses différentes. Est-ce que cette table est similaire? Non, il faudrait une autre table à côté, la même. Exactement. Cette table n'est pas similaire si on la prend toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle est une. Ouais. Et donc, pour que deux phénomènes soient similaires, il faut qu'ils soient différents. Ouais? Ouais. Génial. Excellent. Excellent. Donc, les deux types de diamants, bien que similaires, sont produits par des causes qui ne sont pas rigoureusement semblables. Donc, l'idée de production en dépendance de causes semblables est une idée qui a certainement son application, mais il y a une certaine marge dans la causalité. C'est-à-dire qu'en effet, deux pépins de pommes sont similaires, mais ne sont pas identiques l'un à l'autre. L'un est nécessairement différent de l'autre et inversement. Ils sont nécessairement différents. Les causes, elles sont pas semblables, mais il y a une analogie. Alors voilà, c'est là où peut-être après il y aura des différences dans le vocabulaire occidental entre similarité ou similitude et analogie. Mais c'est vrai que pour eux, en fait, c'est plus simple parce qu'ils vont simplement dire que dès l'instant où on a quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre, on a une analogie, une similarité, une similitude. En fait, tout ça, ça va en rentrer dans le même packaging, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc en fait, pour eux, c'est plus simple. Ça veut dire que c'est deux choses qui se ressemblent, qui sont nécessairement différentes, puisqu'il y a deux choses, et donc c'est nécessairement différent dès qu'il y a deux choses. Et donc, elles partagent des caractéristiques communes. Et donc, beaucoup de caractéristiques communes. Ouais, très bien. Et donc, l'étudiant dit, mais en fait, les causes ne sont jamais complètement semblables. Donc lui, peut-être qu'il veut dire, les causes ne sont jamais exactement la même chose. C'est peut-être ça qu'il entend par ne sont jamais complètement semblables. Et donc, Geshe-la dit non, mais on pourrait interpréter d'une façon très étroite le fait que l'on dit souvent que les phénomènes produits ne sont pas produits à partir de causes dissemblables. Donc, en fait, c'est peut-être plus facile quand on parle à la négative. On dit les causes ne sont pas dissemblables, ça veut simplement dire qu'elles ne sont pas complètement sans lien. Pardon, ouais? Différentes, oui. Voilà, elles ne sont pas complètement. Alors, elles doivent être différentes, mais elles ne sont pas complètement. Comment dire? Elles ne sont pas une. Oui, exactement. Et quand on dit elles ne sont pas dissemblables, ça évite d'avoir à dire qu'elles soient exactement les mêmes, en fait, oui. Ça veut dire qu'elles sont quand même différentes, mais quand on dit elles ne sont pas dissemblables, ça veut dire elles ne sont pas totalement à l'opposé l'une de l'autre d'un certain point de vue. En fait, on pourrait dire tout ce qui est similaire est nécessairement différent, mais tout ce qui est différent n'est pas nécessairement similaire. On pourrait dire quelque chose comme ça. Voilà. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Exactement. Génial. Par exemple, si on dit tout ce qui est similaire est nécessairement différent, ça veut dire, par exemple, on va dire cette main gauche et cette main droite sont similaires et elles sont nécessairement différentes puisque l'une n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'une. Ouais. Mais des phénomènes différents qui ne sont pas similaires, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme exemple? Ben, la main à la tasse que tu as donné tout à l'heure. Exactement, la main et la tasse. La main et la tasse sont nécessairement différentes, on est d'accord, et en plus, elles ne sont pas similaires. Ça veut dire que dès que notre esprit se dirige vers ces deux, on va nécessairement trouver une dissimilarité. Ouais. Génial. Trois choses. Il y a l'analogie, la similitude et l'identité. C'est autre chose. Oui, mais pas pour eux, c'est une question de. Pour eux, c'est. Voilà. Ouais. Pour nous, on a juste. C'est intuitif, quoi. Ouais. Pour nous, on a juste l'identité et la différence.
Voilà. Et au sein de la différence, il y a la similitude et la dissimilitude, la similarité et la dissimilarité. Ouais, Ouais. très bien, excellent, génial. Ok, donc ce genre d'énoncé doit être abordé avec délicatesse, il dit, parce que c'est difficile quand on parle de similarité et de dissimilarité. Si vous prenez par exemple, euh, euh, vous prenez trois tables qui sont à Nalanda par exemple, elles se ressemblent beaucoup en fait, mais imaginons que l'une soit fabriquée cette année et les deux premières soient fabriquées l'année dernière. Donc si on les regarde comme ça, elles sont quand même très similaires. Malgré tout, il y a quand même une différence. C'est-à-dire qu'une est plus neuve, elle est plus récente, et deux sont plus anciennes. Donc c'est là où on doit trouver la similitude, la similarité avec une certaine souplesse. Ouais. Il y a des nuances en effet. Très bien. Et donc ce genre d'énoncé doit être abordé avec délicatesse car il est difficile de discerner ce qui est une cause semblable et ce qui est une cause dissemblable. Si j'ai bien compris votre argument, dit-il, vous voulez dire que le second moment ne peut pas être produit par le premier car il y aurait alors des causes dissemblables. C'est ce que semble vouloir dire l'étudiant, mais je ne crois pas que l'on puisse dire que les causes du premier moment et le premier moment soient dissemblables. Donc ça veut dire que, en effet, les causes du premier moment d'une tasse, par exemple, et le premier moment de la tasse semblent complètement dissemblables, mais en fait, si on parle des causes et de leur effet substantiel, il doit y avoir une certaine continuité. C'est-à-dire que la cause d'un pot en terre, ça va être la terre. Ça va être de l'argile. Un pot en argile, la cause substantielle du pot en argile, ça va être l'argile. Donc l'argile et le pot en argile ont quand même une certaine similarité. Forcément, ouais. On ne pourrait pas avoir un pot en argile à partir de porcelaine, par exemple. Ouais. Là, il y aurait une dissimilarité implacable. On ne pourrait pas avoir la causalité entre ces deux. Ouais. Parfait. Très bien. L'idée de la production des effets semblables à partir de causes semblables est une idée importante car elle est à la base du karma, à la base aussi de toute une façon de voir les choses dans le cadre de la spiritualité, mais ce n'est pas une idée facile à préciser, elle est plus métaphorique que réelle. Donc en effet, dans le karma, on a les grandes lois karmiques. C'est quoi les grandes lois karmiques? Il y a 4 lois normalement. Là, on a une petite musique d'ascenseur. Ouais, Oui, bah oui. carrément. Voilà, carrément, c'est l'ascenseur total. Alors, c'est quoi? Attends. Si vous regardez, c'est plus facile. Oula. Oui. Un effet sera une cause concordante. Oui, exactement. La troisième. Ça fait beaucoup d'écho. Je vais fermer mon truc, pardon. Sinon, essaye avec le chat. Très bien. Donc, si vous avez jardiné, donc Christine nous donne des réponses pour les 4 grandes lois. Si vous avez nécessairement jardiné, je vois Rachel qui a une plante derrière elle. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as plantée. C'est Noël. Donc, en effet, on a... Une cause aura toujours un effet. Le karma ne peut jamais disparaître. Oui. Excellent. Donc, en effet, quand on parle du karma, on a la notion d'infaillibilité. L'infaillibilité, ça veut dire que jamais une cause vertueuse n'engendrera une situation déplaisante. Et jamais une cause vertueuse n'engendrera une situation plaisante. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une correspondance entre la cause et l'effet. Si vous avez une graine de piment, vous aurez quelque chose de pimenté. Si vous avez une graine qui porte une graine médicinale, vous aurez une plante médicinale. Si vous avez une graine empoisonnée, vous aurez une plante empoisonnée. Donc il y a une corrélation infaillible entre la cause et l'effet. Ça, c'est l'infaillibilité du karma. L'inéluctabilité, d'un certain point de vue. Oui, on dit inéluctable. Ensuite, si vous avez un effet, c'est que vous avez nécessairement eu des causes. Et donc, comme on vient de le dire, des causes correspondantes. C'est une cause inéluctable par rapport à son effet. D'abord, un effet. Si vous voulez obtenir une tomate, il faut planter des graines, et pas n'importe quelle graine, des pépins de tomates.
Donc, la corrélation, le fait qu'un effet dépend nécessairement de ses causes, que si les causes ont été plantées et qu'il n'y a pas de contre-mesure, il y aura nécessairement un effet. Ça veut dire que si vous plantez un pépin de tomate dans un terreau fertile avec de l'eau, de la lumière, etc., si vous n'arrosez pas votre graine avec de l'eau de Javel, normalement, il y a des chances qu'elle donne un pied de tomate et donc des tomates. Ouais. Donc Christine a levé la main, ça veut dire qu'elle est d'accord. Oui, je trouve pas le chat, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Gilles. Alors le chat, normalement, alors ça dépend si tu es sur ton portable ou sur un PC. Alors, je suis sur mon portable, j'utilise pas le chat. D'accord, bon, c'est pas grave. Et puis la quatrième loi, donc on a dit, la première loi, c'est pas d'effet sans cause. Ensuite, la deuxième loi, c'est l'inéluctabilité. Une cause spécifique engendre un effet spécifique. Et ensuite, on a parlé de... Il ne disparaît pas. Exactement, que la causalité... Exactement, la causalité ne disparaît pas d'elle-même. Elle ne se perd pas, en fait. C'est comme une dette karmique. Si vous signez une reconnaissance de dette, la dette n'est pas brûlée du jour au lendemain comme ça. Elle est toujours là dans le coffre-fort de votre créancier. Très bien. Et la dernière grande loi, c'est que le potentiel se développe. Il y a un accroissement exponentiel. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus l'effet grandit. Et donc, c'est les 4 grandes lois karmiques. Quand on médite sur le karma, dans le lamrim, etc., on essaie de méditer sur ces 4 grandes lois. C'est très important. C'est vrai. Et donc, l'inéluctabilité, c'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que n'importe quelle cause n'engendre pas n'importe quel effet. Sinon, ce serait le chaos total. Et ce n'est pas le chaos total. C'est-à-dire que si on veut se faire du thé au jasmin, il faut du thé, du jasmin, de l'eau chaude, une tasse, etc. Il y a des causes spécifiques qui engendrent un effet spécifique. Ouais. Et donc, quand on parle de spécificité, c'est là où on a une difficulté. Parce que veut dire une spécificité? Quelle est la différence entre une eau chaude et une eau bouillante? Quelle est la différence entre une tasse en métal et une tasse en terre cuite? Est-ce qu'elles sont complètement dissemblables ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est similaire? Et là, en effet, c'est là où on a des difficultés. Parce que même une tasse en métal et une table en elles ont une similarité quant à la fonction établie. quant à la fonction qu'elles remplissent. Exactement. Tout à fait. La fonction, c'est une bonne notion, en effet. La fonction, c'est ce qui va permettre de donner une forme de similarité. Mais on pourrait dire que toutes les choses produites ont la capacité d'opérer une fonction, d'engendrer un effet. La fonction d'une cause, c'est d'engendrer un effet. Donc, une table en bois et une tasse en métal sont toutes les deux similaires de ce point de vue-là. Donc, c'est pour ça que cette notion de similarité et de dissimilarité est très difficile. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, très bien. Donc ensuite, l'étudiant, il pose la question par rapport au Sautrantika, mais ça, on en a déjà parlé. On avait vu que d'où viennent ces doxographies, etc. Donc, on ne va pas nécessairement appuyer beaucoup là-dessus. Juste des questions de vocabulaire dans la page 41. Le deuxième paragraphe, donc l'existence de l'école Sautrantika apparaît dans des textes bouddhiques et non bouddhiques indiens. Dans un des textes de base, la première doxographie bouddhique attribuée à Bhavya, donc Bhavya normalement c'est un Y à la place du I, mais c'est pas très important. En fait, c'est le diminutif de Bhava Viveka. Et le Tarkajvala, il manque un R entre le A et le K, et il manque un V après le J. Donc c'est juste que les mots sanscrits et tibétains dans le texte ici sont un peu à reformuler, mais c'est pas très grave. Donc en effet, l'une des premières doxographies qui représente toutes ces thèses, c'est celle de Bhava Viveka, l'un des commentateurs très célèbres du Madhyamaka Shastra d'Arya Nagarjuna, le traité racine de la voie médiane. Et donc, il a dans son flamboiement des raisonnements, le Tarkajvala, c'est justement dans ce texte-là qu'il évoque les différents points de vue. Ok, donc ça on en avait déjà parlé par rapport à l'école Sautrantika, qui pose problème par rapport à ses sources scripturales. Et pour le reste, c'est bon, impeccable.
Donc en effet, il y a cette question des écoles hindoues, comment est-ce qu'elles sont traitées chez les Tibétains, c'est beaucoup plus distant chez les Tibétains. Parce qu'en Inde, dans les grandes universités monastiques, à Nalanda, Vikramashila, etc., les bouddhistes débattaient avec les Indiens. Pardon, c'était des Indiens bouddhistes, mais ils débattaient avec des non-bouddhistes. Et donc c'était beaucoup plus frais, en fait, les débats. Mais quand le bouddhisme est arrivé au Tibet, c'était beaucoup plus éloigné de l'hindouisme, en fait. Au Tibet, il n'y avait pas d'antagonistes à part les Bön, à la rigueur. Et donc, les bouddhistes n'avaient pas nécessairement besoin de débattre avec des non-bouddhistes, avec les hindous en tout cas. Donc, c'est pourquoi c'est plus distant. Et c'est ce que dit ici Geshe Dreyfus, il dit pour l'Inde, les Védas, en bas de la page 42, les Védas sont d'une extrême importance car leur validité est une question fondamentale de la civilisation indienne. En critiquant et en refusant la validité des Védas, le bouddhisme rejette quelque chose de fondamental. Au Tibet, la validité des Védas semble être une plaisanterie. On en parle pendant 5 minutes au monastère et on passe à autre chose. Et c'est exactement ce que je vais faire. On va passer à la page 43. Parce qu'en fait, c'est des notions très complexes, en fait. Elles sont beaucoup plus complexes que ce que les doxographies tibétaines mentionnent. Donc c'est juste un répertoire des vues non bouddhistes et bouddhistes qui sont faites dans ces doxographies, dans ces jupta. Donc c'est très utile, mais comme on l'avait déjà dit, ça a quelque chose d'un peu artificiel. C'est vrai que les maîtres qui sont évoqués dans ces textes-là, peut-être qu'eux ne se réclamaient pas de telle ou telle vue, c'est possible. Très bien, et donc on va passer chez les Sautrantika, les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Donc là c'est une école très importante. Pourquoi ? Parce que c'est le fondement, en fait, d'un certain point de vue. Les Vaibhashikas sont aussi le fondement de la philosophie bouddhiste parce qu'ils vont donner des points de vue assez importants par rapport à l'abhidharma. Ce que sont les agrégats, ce qu'est une personne, ce que sont des couleurs, des sons, des odeurs, etc. Donc par rapport à la phénoménologie, par rapport aux dictionnaires, aux encyclopédies bouddhistes, les Vaibhashikas sont très importants. Mais par rapport à la philosophie bouddhiste elle-même, à l'épistémologie bouddhiste, le fait de comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on sait que notre esprit est en accord avec le réel ou pas, les Sautrantika qui suivent le raisonnement sont très importants. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui plus en détail. Ok, donc page 43, il dit, on a donc vu les deux vérités chez les Vaibhashikas. C'était quoi les deux vérités chez les Vaibhashikas d'ailleurs ? Les vérités ultimes qui étaient les moments de conscience et les particules insécables. Oui, plus les permanents. Plus les permanents et les vérités conventionnelles qui étaient tout ce qui était là, construit à partir de ça. Exactement, tout à fait. Génial. Ok. On a donc vu les deux vérités chez les Vaibhashikas et chez les Sautrantika qui suivent les Écritures, parce qu'ils sont très similaires. Les Sautrantika qui suivent les Écritures sont souvent inclus dans les Vaibhashikas, parce qu'ils ont beaucoup de points de vue partagés. En fait, cette présentation des deux vérités est une présentation qui peut être commune aux deux écoles, donc celle qu'on a vue dans le chapitre précédent. Pour ces deux écoles sont ultimes les éléments, les constituants ultimes de la réalité, et sont conventionnels tous les autres phénomènes qui sont créés à partir de ces constituants ultimes. Donc en fait, c'est les Legos. Les briques des Legos, c'est les vérités ultimes, et ce qu'on construit, la maison qu'on construit avec des Legos, c'est une vérité conventionnelle, tout simplement. Ouais. Très bien. Pour ces deux écoles, ok, ça on l'a vu, cette vue est commune aux deux écoles. Néanmoins, lorsqu'on différencie divers points de vue à l'intérieur des Sautrantika, alors la vue des deux écoles que nous trouvons dans certains passages semblant appartenir aux Sautrantika est différente de celle que nous avons élaborée précédemment. Par exemple, ce qu'on avait vu nous avec Gengyatsen ici quand on avait vu les écoles, c'est que les Sautrantika, même les Sautrantika qui suivent les Écritures, sont un petit peu plus subtils que les Vaibhashikas parce qu'ils acceptent les négations non affirmatives, alors que les Vaibhashikas n'acceptent que des affirmations, des négations affirmatives. Donc c'est ces différents points de vue qu'on pourra mentionner pour distinguer les Vaibhashikas et les Sautrantika qui suivent les Écritures. Mais ça, c'est pas très important. Donc le deuxième paragraphe, nous allons donc parler de la vue des deux vérités telle que nous la trouvons dans l'école des Sautrantika, appelée ceux qui suivent le raisonnement, ou ceux qui suivent la logique. Je vais donc procéder à l'analyse de la vue des deux vérités telle qu'on la trouve dans des passages qui semblent refléter une certaine vue Sautrantika,
on trouve ces passages dans le texte de Dignaga, principalement le Pramanasamuccaya, le compendium de cognition valide, dans 7 textes de Dharmakirti et dans une partie des commentaires sur les textes de Dharmakirti, tels que ceux de Devendra Bhuti, Shakyamati, Dharmotara, etc. Donc ce sont plusieurs maîtres indiens qui sont venus ultérieurement pour commenter les traités d'épistémologie d'Acharya Dignaga et Dharmakirti. Donc ces vues ne sont pas reflétées par la totalité des textes, mais par des passages. En effet, ces textes sont des textes de l'école Yogacara ou l'école Chittamatra. Donc en fait, c'est ça. Ça veut dire que le Pramanavartika, par exemple, le commentaire au compendium de cognition valide, donc le commentaire composé par Acharya Dharmakirti, qui commente le Pramanasamuccaya de Dignaga, c'est un texte qui relève principalement de l'école Chittamatra. C'est-à-dire que une grande partie des points de vue mentionnés sont Chittamatra. En fait, le maître lui-même qui mentionne cette école, ce texte, qui compose ce texte, est plutôt Chittamatra. Mais il écrit des passages qui sont Sautrantika. Et des passages Sautrantika qui ne correspondent pas aux Sautrantika qu'on a vus avant, les Sautrantika qui suivent les Écritures. Donc c'est pourquoi on a cette mention du Sautrantika qui suit le raisonnement. Et donc là, il va parler un petit peu des Yogacara, des Chittamatra. Donc là, on le verra bien sûr dans la suite du livre, mais on va plus en parler, parce qu'il y a un grand chapitre justement sur les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Avant de voir le Yogacara à la page 90, on a beaucoup de pages qui vont nous séparer de cette école-là, mais là, il va commencer à en parler maintenant. Donc, il demande c'est quoi un Yogacara, et il y a un étudiant qui dit c'est une école mahayaniste qui affirme le non-soi des phénomènes et qui affirme la réalité de l'esprit. Donc, c'est très proche de la définition que nous, on avait vue avec la Madhyamika. Donc, normalement, c'est un tenant mahayaniste qui réfute l'existence des phénomènes extérieurs et qui accepte l'existence véritable de l'autocognition. C'est ça qu'on avait vu avec la Madhyamika, ouais. Très bien. Et donc lui, il dit, ce n'est pas mal. Donc un tenant qui nie la réalité des objets extérieurs et affirme la réalité de l'esprit. Donc quand on dit qui affirme l'existence véritable de l'autocognition, ça revient à dire qui accepte la réalité de l'esprit. C'est similaire. Donc c'est la définition que nous avons dans le cadre de cet enseignement des 4 écoles. Il y a donc 3 points. C'est une école mahayaniste. Donc une école mahayaniste, souvenez-vous que c'est une école qui accepte le non-soi des phénomènes. Ouais. Très bien. Qui affirme le non-soi des phénomènes. Cette école nie la réalité des objets extérieurs et affirme la réalité de l'esprit. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 points dans la définition d'un Chittamatra. C'est un tenant mahayaniste qui réfute la possibilité pour les phénomènes d'avoir une existence extérieure à la conscience, donc qui réfute des objets extérieurs à la conscience, et qui accepte l'existence véritable de l'esprit lui-même. Ouais. Très bien. Très bien. Donc bien sûr, on le verra plus en détail dans quelques pages. Ok. Donc c'est la façon de différencier. Ce dernier point n'est important que du point de vue Madhyamika. Donc le dernier point, la réalité de l'esprit. L'existence véritable de l'esprit. Pourquoi? Parce que un Madhyamika, c'est un tenant mahayaniste qui réfute l'existence véritable, même conventionnellement. Donc ça, c'est la définition d'un Madhyamika. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui accepte une existence véritable n'est nécessairement pas Madhyamika. Ouais, très bien. Ok. On en reparlera, hein. C'est juste pour présenter les choses. Ok. Très bien. Pour les Yogacara, donc pour les Chittamatra, c'est pareil. Ce qui est important est la négation de l'existence des objets extérieurs. Nous voyons des objets extérieurs, mais cette vision est erronée. C'est-à-dire que pour les Chittamatra, il n'y a pas de table à l'extérieur de l'esprit, qui serait la cause de la conscience qui appréhende la table. Pour eux, la table et la conscience qui appréhende la table naissent en même temps, à partir d'une graine qui germe. C'est comme dans un rêve. Comme quand on est dans un rêve, on rêve d'une table. Et donc, l'apparence onirique de la table et la conscience qui rêve de la table apparaissent en même temps. On n'a pas l'apparence onirique d'une table qui apparaîtrait avant la conscience qui rêve de la table. C'est pas possible.
puisque l'apparence onirique de la table n'existe nulle part ailleurs que dans l'esprit. Ouais. Ouais. Donc si elle était la cause de l'esprit, ça veut dire qu'elle existerait quelque part et que l'esprit viendrait après. Mais c'est pas possible. La table qui est vue en rêve, l'apparence onirique de la table, ça se forme dans la conscience. Et donc la conscience qui rêve de la table et la table qui est rêvée sont nécessairement une même entité. Il n'y en a pas une qui cause l'autre. Elles naissent à partir d'une graine qui germe. Comme quand on est en rêve. Quand on rêve, on a des graines qui germent, des potentiels qui germent et qui nous font à percevoir des trucs. Donc les trucs qu'on perçoit et notre conscience qui les perçoit naissent en même temps à partir de ces graines. Ouais. Il n'y a pas de contact entre l'esprit et l'objet perçu pour eux? Pardon? Il n'y a pas de contact? Il n'y a pas de contact. En fait, et l'esprit? Ils sont obligés d'accepter le contact qui est un facteur mental omniprésent. Ils sont obligés d'accepter le contact. D'accord. Et pourquoi? Parce que le contact, c'est ce qui fait que la conscience et l'objet se rencontrent. Mais le problème, c'est que pour ces écoles-là, pour l'école Chittamatra, il n'y a pas un objet qui existerait d'abord qui engendrerait une conscience pour le Chittamatra. Sinon, ça voudrait dire qu'on aurait la table onirique qui existerait avant la conscience qui rêve. Mais où est-ce qu'elle existerait alors? Si elle existait avant la conscience qui rêve, elle serait où alors? À l'extérieur de la conscience? Ou est-ce qu'on aurait une... Ah, ouais. Elle existe pour autrui? Pour d'autres personnes? La table qui est rêvée? Ah non, pas celle qui est rêvée. Pas celle qui est rêvée. À moins qu'on rêve de la même chose, mais bon. Et même si on rêvait de la même chose, est-ce que cette table pourrait exister avant les consciences qui rêvent de cette table? Non, pas vraiment. Ouais. Donc c'est ça, justement, c'est ce que disent les Chittamatrins. Ils disent que la table ne préexiste pas à la conscience qui l'appréhende. La table coexiste avec la conscience qui l'appréhende. Et donc si elle coexiste avec la conscience qui l'appréhende, elle ne peut pas être sa cause. Ouais. Ok. Oui, oui. Très bien. Si vous avez par exemple une tasse et un téléphone ici, les deux coexistent. Et donc comment est-ce que l'un pourrait être la cause de l'autre? Si l'un doit être la cause de l'autre, ça veut dire que l'un doit préexister à l'autre. Ouais, parce qu'une cause, pour toutes les écoles autres que Vaibhashika, une cause doit préexister à son effet. Vous avez d'abord la cause et ensuite vous avez son effet. Mais là, si vous avez une table, une tasse et un téléphone, les deux coexistent. Comment est-ce qu'ils pourraient être la cause l'un de l'autre? S'ils coexistent, ça veut dire Où est-ce que, vous voyez, la difficulté ici, c'est comment deux phénomènes qui se causent l'un l'autre peuvent coexister. Comment est-ce que la pousse et la graine peuvent coexister? Donc ça, c'est compliqué, mais on y reviendra. On y reviendra, vous allez voir. Ok. Ok. Très bien. Donc pour les Yogacaras, ce qui est important est la négation de l'existence des objets extérieurs. Nous voyons des objets extérieurs, mais cette vision est erronée. Pour eux, c'est quelque chose de distordu. Il y a une apparence d'objet extérieur, mais c'est une fausseté en fait. Il n'y a pas d'objet extérieur à la conscience pour eux. Et donc il n'y a que perception d'objets qui se produit sans le support d'objets extérieurs, mais seulement en raison de nos dispositions intérieures, en dépendance de graines. C'est donc la vue des Yogacaras, et c'est la vue qui est reflétée par les textes de Dignaga, Dharmakirti et leurs commentateurs. Ces textes eux-mêmes ne sont pas des textes Sautrantika mais Yogacara. Néanmoins, lorsqu'on les étudie, on s'aperçoit qu'il y a quelques passages Yogacara et que tout le reste du texte n'est pas Yogacara. Pourquoi? Parce que le reste du texte traite de différentes questions comme si les objets extérieurs existaient. Donc, dans la plupart des passages, les objets extérieurs sont assumés être existants et dans une toute petite partie, on passe à un autre niveau de discours et on dit que tout ce qui vient d'être énoncé est provisoire car en fait, les objets extérieurs n'existent pas.
c'est le processus, la lecture ascendante de Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. Il commence à débattre avec les Neyayika, les tenants hindous, par rapport aux généralités, aux instances, à la perception, etc. Et donc, il a le point de vue Sautrantika, qui suit le raisonnement. Et par la suite, il va y avoir des défauts dans cette vue-là. On en trouvera des défauts, parce qu'elle n'est pas ultime. Et donc, après, il va passer à une lecture ascendante. Il va dire, oui, mais tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est provisoire. Mon point de vue ultime, c'est Chittamatra. Il n'y a pas de phénomène extérieur à la conscience. Donc, c'est une lecture ascendante. Très bien. Donc, la plus grande partie du texte n'est pas Yogacara, bien que le texte lui-même le soit, car on voit clairement que l'affirmation que les objets extérieurs n'existent pas est d'un niveau supérieur. Et dans le texte lui-même, l'auteur considère la réfutation des objets extérieurs comme d'un niveau supérieur à l'acceptation des objets extérieurs. Ça veut dire qu'il dit, le point de vue ultime, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'objet extérieur. C'est ce qui permet de résoudre les problèmes que pose le Sautrantika. Parce que le Sautrantika pose des problèmes. Et ça, on le verra quand on va l'étudier plus en détail. Néanmoins, le reste du texte parle de choses comme si, ok, c'est pour cette raison que l'on a dit que ces parties des textes reflétaient le point de vue des Sautrantika et non celui des Yogacara. Très bien. Ok. Donc on va essayer de continuer sur les points importants. Au second paragraphe de la page 45. C'est là où on va entrer dans le croustillant, dans le point de vue vraiment important du Sautrantika. Donc ces passages reflètent une certaine vue qu'on va appeler Sautrantika suivant le raisonnement. Nous allons examiner cette vue, elle est assez simple, elle est très utile. Vous l'avez déjà vu dans Dura, donc ceux qui viennent le vendredi après-midi, normalement c'est ce point de vue-là qu'on étudie. Et Bernard et Dominique, on a déjà vu ça il y a 2 ans, je crois, on a pendant 1 an essayé de débattre sur la vue Sautrantika, et avec Lorik aussi, avec Lorik on étudie le Sautrantika. Très bien. Donc il y a 2 sortes de phénomènes, permanents et impermanents. Ça c'est le prédicat nécessaire au Sautrantika. C'est-à-dire que la généralité existant, c'est un grand œuf, et donc il y a le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Et donc ça veut dire que la généralité existant se divise en 2, permanent et impermanent. Ou plutôt les phénomènes produits par des causes et des conditions, et ceux qui sont non produits. Ça revient au même normalement. Permanent, c'est quoi la définition de permanent? Qui ne change pas d'instant en instant. Donc une corne de lapin est permanente. C'est un phénomène. Un phénomène. Oh là là. Un existant. Mais qui l'agace. Non. Un existant qui ne change pas d'instant en instant, ouais. Oui. Et donc, quelle est la définition de impermanent? Un phénomène qui Un change phénomène. d'instant en instant. Ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire phénomène? Si on dit qu'il change pour un impermanent, on est obligé de dire phénomène? Non, Existant. non, pardon. Existant. Si, parce qu'un inexistant n'est ni permanent ni impermanent, donc il faut dire phénomène. Ouais, mais quand on est à l'affirmative, quand on dit la définition de impermanent, c'est instantané ou momentané ou qui change d'instant en instant. Est-ce qu'on pourrait avoir des non-existants qui changeraient d'instant en instant? Non. Ben, ils n'existent pas. Exactement. Donc c'est pourquoi quand on parle de instantané, la définition d'impermanent, on n'est pas obligé de parler d'un phénomène, puisque ce qui change d'instant en instant doit nécessairement exister. Ouais, Oui. Certes. très bien. Excellent, waouh. Donc, quand c'est à l'affirmative, en effet, quand c'est à l'affirmative, quand on dit instantané, en effet, on n'a pas besoin de dire phénomène, puisque instantané renvoie nécessairement à ce qui existe. Ce qui n'existe pas ne peut pas être instantané. Donc si on dit instantané, on exclut nécessairement les non-existants. Ouais. Et alors, quand est-ce qu'il faut dire phénomène? Et bien justement, quand on parle à la négative, quand on dit non instantané, quand on dit ce qui n'est pas instantané, ce qui n'est pas instantané, ça inclut aussi les non-existants. Par exemple, si vous prenez table et non table, Ouais. table et non table, est-ce que dans la première catégorie table, est-ce que vous avez nécessairement un existant ou des existants? Oui. 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 Vous ne pouvez pas avoir des non-existants dans la catégorie table. Ouais. Par contre, si on nie table, on a non-table. Est-ce que non-table renvoie nécessairement à des existants?
Non, ça peut être Non. non-existant. Exactement. Ça peut renvoyer à des non-existants. Une corne de lapin n'est pas une table. Donc une corne de lapin est une non-table. Mm. Ouais. Très bien. Donc, quand on nie, en fait, c'est beaucoup plus inclusif. On inclut beaucoup plus de choses. On peut inclure aussi les non-existants. Ouais. Mm. Très bien. Excellent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des débats là-dessus. Il y a des débats là-dessus. C'est pour ça que quand on dit non-chose, on réfute chose. Vous êtes d'accord? Hmm. Mais quand on dit non-chose, on peut renvoyer aussi au non-existant. Une corne de lapin est une non-chose. Mhm. Donc c'est pourquoi, si on veut parler d'un phénomène permanent, on est obligé de dire un phénomène qui est une non-chose. D'accord. Ouais. Génial, génial. Donc ça, c'est très important. Donc c'est la différence entre non-table et différent de table. Non-table inclut les non-existants. Alors que différent de table, non, d'accord. Et exactement, différent de table inclut uniquement des existants. Pourquoi? Parce que différent, c'est forcément un existant. Exactement, différent. La définition de différent, c'est phénomène divers. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Génial. Oh là là. C'est déjà plus clair, ça. Oui, tu vois, moi, j'avais jamais percuté ça. Ouais. Ah, génial. Ah, ça, c'est super. Si c'est plus clair, c'est génial. Donc, c'est On très te- important. Ouais. On te voit plus, Jinpa, t'as disparu. Alors, je crois On le qu'il voit. y a quelqu'un qui fait Il est là. Il est assis à côté de toi. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait un partage d'écran. C'est pas moi. Si, on te voit bien, là. Hein. Ouais, ok. Ah, tu le vois? Ok. Ah ouais. Mais peut-être c'est ton partage. Il y a un partage d'écran qui a été fait. Je ne sais pas si. Bernard, peut-être pas toi. Ah, c'est pas moi. J'ai rien partagé. Je ne partage jamais rien, de toute façon. c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok. Donc là, vous allez voir que c'est très important. C'est très important ce qu'on vient de dire ici. Donc on l'avait vu dans Dura. Donc il y a deux sortes de phénomènes. On a dit permanent et impermanent. Très bien. Donc quand on dit quelque chose n'est pas impermanent, est-ce que ce qui n'est pas impermanent, est-ce que ça renvoie nécessairement au permanent? Ben, si on dit pas phénomène, ça va pas. Exactement. Ah, ouais, c'est ça. D'accord. Si on ne dit pas un phénomène qui n'est pas impermanent, on ne renvoie pas nécessairement à Oui, permanent. c'est sûr. Ça peut renvoyer à une corne de lapin. Une corne de lapin n'est pas impermanente. Et non. Ah bah, Elle n'est ni permanente ni impermanente. Ok, génial. C'est super. Très bien. Donc les phénomènes produits par des causes et des conditions et ceux qui sont non produits. Les phénomènes qui sont produits sont appelés choses, vastu, ou parfois c'est bava en sanskrit, et ngopo en tibétain. Et les phénomènes qui ne sont pas produits sont appelés non-choses. Donc les phénomènes qui ne sont pas produits, phénomènes non produits, un phénomène qui est une non-chose. On doit dire ngemekiche, un phénomène qui est une non-chose. Parce que si on dit simplement non-chose, une corne de lapin est une non-chose. Et pourtant, ce n'est pas un phénomène qui n'est pas produit. Mm. Ça, c'est toujours aussi clair? Oui, oui. Oui, oui. Ah, super, excellent. Vraiment, c'est super. Très bien. Donc, il semble donc que l'analyse des deux vérités soit très simple dans cette école. Ce qui est chose, donc toutes les choses produites, est vérité ultime. Et ce qui est phénomène, mais non chose, donc en effet, il le dit, un phénomène qui est une non-chose, un phénomène qui n'est pas produit, c'est une vérité conventionnelle. Génial. Donc présenté ainsi, cela paraît très simple. Et en effet, de ce point de vue-là, c'est quand même assez simple. Mais on verra bien sûr qu'il y a des débats par rapport à ça. Donc tout ce qui est chose, c'est-à-dire tout ce qui est impermanent, est une vérité ultime. Tout ce qui est une non-chose, non produit, et qui est un existant, donc un permanent, est vérité conventionnelle. Voilà ce qu'on apprend dans Dura. La raison pour laquelle c'est assez compliqué, bien que cela puisse paraître simple, c'est qu'il est difficile de comprendre comment des choses comme un micro pourraient être des vérités ultimes. Cela choque un peu et n'est pas accepté par de nombreux érudits. Je dirais même qu'à part les Gelugpa, il n'y a presque personne qui défende cette position, aussi bien parmi les auteurs tibétains que parmi les auteurs modernes. C'est-à-dire que si par exemple on prend le point de vue de certains Sakyapa, le point de vue de certains Sakyapa par exemple, tels que
Tarzan Lotsawa, un très grand érudit du passé, il dit par exemple qu'une table, pour les Gelugpa, une table, les Gelugpa qui interprètent le Sautrantika qui suit le raisonnement, une table est une vérité ultime, parce qu'elle est impermanente. Et donc, une table a ultimement la capacité d'opérer une fonction. Alors que pour Tarzan Lotsawa, il va dire une table a conventionnellement la capacité d'opérer une fonction. Donc, c'est là où il y a des nuances. Mais on ne va pas insister trop là-dessus. Là, il faut simplement prendre en compte que c'est un regard spécifique qu'on a ici, une interprétation spécifique de Dharmakirti. C'est une interprétation Gelugpa. Très bien. Pour cette école-là, c'est très simple. Ça veut dire que les phénomènes spécifiquement caractérisés, c'est ce qui a la capacité d'opérer une fonction. Artha Kriya Shakti. C'est pour ça qu'ensuite, dans le chapitre qui suit, le titre, c'est Artha Kriya. Il y a un H après le T d'ailleurs. Artha Kriya Shakti, qui a la capacité d'opérer une fonction. Et donc, pas n'importe quelle fonction, mais en particulier la fonction d'apparaître à une conscience ultime. Une conscience ultime, c'est une perception directe. C'est une perception directe, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une perception directe est une conscience ultime pour les Sautrantika? Parce qu'elle va certifier l'objet comme existant. Alors ça c'est intéressant. Elle est impermanente. Parce qu'elle est impermanente. Ok, vous n'êtes pas très loin. Vous n'êtes pas très loin. Pourquoi est-ce qu'une perception directe est une conscience ultime? Parce qu'elle est produite. Parce qu'elle est produite, mais une conscience conceptuelle aussi est produite. Mais parce qu'on peut l'avoir directement. Parce qu'on la voit, on peut la voir directement. La perception directe, on peut la voir directement. Forcément. Parce qu'elle est causée. Ouais, mais on pourrait dire la conscience conceptuelle, on peut la voir directement parce qu'il y aura une autocognition qui va faire l'expérience d'une conscience conceptuelle. Parce qu'elle est causée. Parce qu'elle est causée. C'est pas très loin, c'est pas très loin. Mais une conscience conceptuelle est causée. Et pourtant, c'est pas une conscience ultime, c'est une conscience conventionnelle, une conscience conceptuelle. Ouais. Parce qu'elle a une fonction. Parce qu'elle a une fonction. Parce qu'elle a une fonction, mais une conscience conceptuelle a une fonction aussi. Salut Mina. Salut. Je suis surprise, j'ai reçu un appel. Ah, alors oui, parce que c'est le même groupe, enfin c'est le même Skype pour Dura l'après-midi et pour les deux vérités le matin. Donc ça t'a été appelé automatiquement, c'est pour ça. D'accord. Non, je tombe du lit en fait. Deux groupes différents, deux groupes distincts, mais j'ai peur qu'on se mélange les pattes, donc j'ai fait qu'un seul groupe pour les deux. Ok, ça marche. Très bien. Donc Bonjour à tous. Donc, tu as le droit d'aller prendre un café avant de tenter de répondre à cette question. Non, ça va aller. Un café et 2 aspirines. C'est ça. Surtout après 2 aspirines. Donc, pourquoi chez les Sautrantika, une perception directe est une conscience ultime? Donc, pourquoi? Parce qu'elle est non erronée. Elle est non erronée. Oui, c'est ça. Oui. Elle ne se trompe pas quant à son objet. Quant à son objet. Parce qu'elle résiste à l'analyse. Alors ça, c'était pour les Vaibhashika. Ça, c'était pour les Vaibhashika. Oh, je m'en mêle les pieds. Pardon. C'est pas grave. Alors, pour les Vaibhashika, oui, ce qui résiste à une analyse, c'est ultime, etc., etc. Mais là, on est passé... Au Sautrantika, oui, pardon. Exactement. Mais c'est important de faire ces distinctions, justement. Une conscience qui est non erronée, c'est une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Ouais. Une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, elle est non erronée. Et donc, une perception directe est nécessairement non erronée. C'est la définition d'une perception directe. Torpa dans Deshi Machu Eripa. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. C'est la définition d'une perception directe chez les Sautrantika. Ça parle à tout le monde? Une cognition libre de conceptualisation et non erronée.
Parce que c'est très important pour eux, pour les Sautrantika, on a ces deux univers impitoyables, du permanent et de l'impermanent. Le permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle et l'impermanent est l'objet apparent d'une perception directe. Donc c'est deux univers différents. Le permanent est les consciences conceptuelles, l'impermanent est les perceptions directes. Donc c'est comme ça que fonctionne notre esprit. Notre esprit, il a deux états possibles, d'autres états si on prend d'autres contextes, mais si on parle des est-ce qu'il y a un concept ou pas, à ce moment-là, on a des consciences qui sont conceptuelles et on a des consciences qui sont non conceptuelles. Oui. Et parmi les consciences qui ne sont pas conceptuelles, les perceptions directes en font partie et elles sont non erronées. Elles ne se trompent pas à l'égard de l'objet apparent. C'est-à-dire que pour les Sautrantika, si vous avez une table en face de vous, cette table est la cause d'une perception directe et cette perception directe ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Il n'y a pas de distorsion par rapport à l'objet apparent. Mais alors, la conscience inférentielle, elle serait également impermanente? Elle serait également une vérité ultime? Alors, la conscience elle-même, en effet, une conscience, c'est nécessairement un phénomène impermanent. Non, mais alors, ouais. Donc, la conscience... Le Oui, résultat vas-y. de la conscience inférentielle serait une vérité ultime, puisque tu dis que là, c'est ultime parce que c'est non erroné. Non erroné. Exactement. L'inférentiel est non erroné. L'inférentiel est non erroné. Non, non, elle est erronée. Elle est erronée, mais elle est... Oui, non. Ok. oui. Ok. Donc, c'est ça qu'on va voir, c'est très important. Oui. Si vous avez encore un peu de temps, on va essayer de voir ça aujourd'hui, c'est très important. Donc, c'est que, justement, il faut essayer de bien comprendre les deux types d'objets qu'on peut avoir. On peut avoir un objet d'engagement, c'est ce que comprend notre esprit, et l'objet apparent, c'est ce qui se manifeste à l'esprit. Ça veut dire que ce que comprend l'esprit n'est pas nécessairement ce qui se manifeste à l'esprit. Ouais. Ça veut dire que si par exemple, pour une perception directe, on va prendre la perception directe. La table, c'est ce que comprend notre perception visuelle. Ouais. Oui. C'est ce qui réalise notre perception visuelle. Donc la table est l'objet d'engagement. Oui, ça c'est La l'objet perception d'engagement. visuelle. Objet d'engagement, ça veut dire ce que comprend, ce vers quoi s'oriente notre esprit. C'est ce qu'atteint notre esprit. C'est l'objet d'engagement. Ouais. Très bien. Et la table est aussi l'objet apparent. C'est-à-dire que c'est ce qui se manifeste directement à notre conscience visuelle. Ouais. Très bien. Donc là, c'est assez facile à comprendre pour la perception directe. Mais pour la conscience conceptuelle, si vous pensez à cette table, quel est l'objet d'engagement? Que comprend votre conscience conceptuelle? La table. La table, exactement, tout à fait. Mais est-ce que la table est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle? C'est l'image de la table. Exactement. C'est l'image conceptuelle de la table, la représentation conceptuelle de la table. C'est comme si on percevait une table à travers un miroir. Le reflet de la table n'est pas la table. Ouais. Le reflet de la table n'est pas la table. Donc c'est comme si notre conscience conceptuelle fonctionnait comme un miroir. Donc ça veut dire que par ricochet, on appréhende, on comprend la table, c'est notre objet d'engagement, mais ce qui apparaît à notre conscience, c'est le reflet de la table, le reflet conceptuel. Donc ça, c'est l'objet apparent. Ouais. Ça parle à tout le monde? Oui. Oui. L'objet apparent donne l'impression d'être l'objet d'engagement. Si par exemple vous ne savez pas qu'il y a un miroir en face de vous et que vous voyez une table, vous avez l'impression que vous pourriez toucher la table. Mais en fait, vous allez rencontrer le miroir. Un petit peu comme dans les films de James Bond ou dans les films où le voleur se cache derrière un miroir et donc le héros va tirer dans le miroir, par exemple, en croyant que c'est la personne qui va atteindre. Donc, ça veut dire que le reflet donne l'impression d'être l'objet reflété. Ouais. Et donc, dans notre conscience conceptuelle, la représentation conceptuelle donne l'impression d'être une table, mais n'est pas une table. C'est pourquoi notre conscience conceptuelle se trompe à l'égard de son objet apparent. Notre conscience conceptuelle est une conscience erronée. Ouais. Alors qu'une perception directe, pour les Sautrantika, une perception directe, on l'a dit, c'est une condition libre de conceptualisation, donc il n'y a pas de concept, et non erronée. Ça veut dire qu'elle ne se trompe nécessairement pas à l'égard de son objet apparent. Ouais.
Très bien. Donc ça, c'est deux univers impitoyables chez les Sotantika. C'est-à-dire que l'univers de l'impermanent, qui est l'objet apparent d'une perception directe, et l'univers du permanent, qui est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et donc l'univers de la conscience conceptuelle, c'est l'univers de la conscience erronée. Et la perception directe, c'est nécessairement une conscience non erronée. Mais quand on dit erroné, ça ne veut pas nécessairement dire faux. Si par exemple vous pensez que cette table est en papier alors qu'elle est en bois, à ce moment-là, c'est une cognition fausse. C'est-à-dire que c'est une conscience qui est non seulement erronée, parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent, mais en plus elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Si elle se trompe à l'égard de ce qu'elle est censée comprendre, à ce moment-là, c'est une cognition fausse. C'est plus qu'erroné, c'est faux. Ouais? Ouais. Génial. Génial. Ça, c'est très, très important. C'est primordial pour les Sotantika et pour le bouddhisme en général. Parce qu'il y a énormément de phénomènes qui ne nous apparaissent pas, qu'on ne réalise pas directement. Vous êtes d'accord? Par exemple, la présélectance humaine, le karma, le samsara, le nirvana, l'éveil, etc. C'est des existants qui n'apparaissent pas directement à nos consciences sensorielles. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour y avoir accès au début? Par l'inférence, la déduction logique, le raisonnement. Et donc, le raisonnement, c'est le règne de la conscience conceptuelle. Oui. La conscience conceptuelle est nécessairement erronée, mais elle n'est pas nécessairement fausse. Exactement. Elle peut réaliser ses objets d'engagement. Même s'il y a quelque chose de distordu, la conscience conceptuelle se trompe à l'égard de son objet apparent nécessairement, mais pas nécessairement à l'égard de son objet d'engagement. Elle peut certifier, valider, réaliser un objet, même si le moyen par lequel elle passe comporte quelque chose de distordu. Ça, c'est fondamental. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur le raisonnement, sur la logique, l'étude de l'inférence, etc. dans le bouddhisme, et de la méditation analytique, parce qu'il y a énormément de phénomènes auxquels on n'a pas accès grâce à nos perceptions directes en l'état actuel des choses, en tant qu'être ordinaire. On a besoin de passer par un raisonnement, par une analyse qui va un jour donner une réalisation directe, mais ce sera une réalisation yogique à ce moment-là. Ce ne sera pas une réalisation sensorielle. Excellent, excellent. Ça, c'est très important. Très important. Vous avez encore un peu de temps? Ouais. Ok. Oui. Très bien. Donc, le passage, page 49, il va parler de Artha Kriya, justement. Artha Kriya Shakti, en sanskrit, ça veut dire qui a la capacité d'opérer une fonction. Donc, il va expliquer un peu cela. Les choses sont définies comme ce qui est effectif ou ce qui est efficient. D'ailleurs, souvent, on dit chose efficiente. Chose efficiente ou chose produite, c'est exactement la même chose que chose. Tu as dit page 49, Jinpa? C'est 45. 45, Ah, pardon. 45. ok. J'étais perdue. Non, là, ma conscience sensorielle n'était pas valide. Très bien. Page 45, en effet. Ok, donc les choses sont définies comme ce qui est effectif, ce qui a un effet, ce qui est fonctionnel. C'est ça le domaine de l'impermanent. C'est la propriété qui définit les choses. Donc, ngopo en tibétain ou vastu en sanskrit est défini comme ce qui a la capacité de produire un effet, ce qui est fonctionnel. Dunje nupa. En tibétain, c'est dunje. Je ne sais pas comment ils ont mis la tunje ou dunje. D-E-U-N, etc., etc. En sanskrit, c'est Artha Kriya. Artha Kriya Shakti, si on dit nupa. Pas ne pas, mais nupa. Dunje nupa. Artha Kriya, ça veut dire fonctionnalité dans le sens de capacité à produire un effet. Par exemple, le verre au moment premier est une chose, vastu, parce qu'il a la capacité de produire une chose qui est un effet, le verre au second moment. C'est-à-dire que la table de mardi engendre la table de mercredi, etc., etc. C'est l'un des sens d'Artha Kriya. Quelque chose est capable de faire quelque chose lorsque ce quelque chose est capable d'amener un effet quelconque qui puisse être le second moment d'une chose similaire ou la perception de cette chose. C'est ça qui nous intéresse ici, la perception. On a dit la conscience directe, la perception directe est une conscience ultime. Je repose ma question, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas erronée. Parce qu'elle n'est pas erronée. Exactement, tout à fait. Elle n'est pas erronée, elle est en accord avec son objet apparent. La table qui apparaît
n'est pas perçue bleue, rouge, n'est pas perçue comme étant une non-table. Elle est perçue comme étant une table. Et donc, ça veut dire que c'est une conscience ultime qui est non erronée. Elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Et comme cette table est l'objet d'une conscience ultime, cette table est une vérité ultime. Donc, c'est plus comme chez les Vaibhashika. Les Vaibhashika, c'est est-ce que ça résiste à une analyse ou pas. Pour les Sautrantika, c'est est-ce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime ou pas. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Excellent, excellent. Très bien. Ok, il faut simplement que cette chose soit capable de produire un effet, c'est-à-dire qu'elle soit cause de quelque chose d'autre. Artha Kriya a également un autre sens qui ne contredit pas le premier. Cela veut dire aussi capacité de faire quelque chose d'utile, à savoir que les phénomènes sont effectifs aussi en ce sens qu'ils affectent notre vie, qu'ils changent notre sort, qu'ils nous apportent souffrance, bonheur, etc. C'est un petit peu l'entreprise pragmatique d'Acharya Dharmakirti, quand il fait le Pramanavartika, quand il commente Acharya Dignaga, c'est d'essayer de montrer que dans le règne de l'impermanence, on peut justement obtenir des effets. Le bonheur a des causes, la souffrance a des causes. Et donc, si on plante les causes de quelque chose, on aura ce quelque chose. Si on se débarrasse des causes de quelque chose, on va se débarrasser de cette chose-là. Donc, c'est extrêmement pragmatique. Bien sûr que là, ça semble être un peu conceptuel dans des sphères un peu philosophiques, etc. Mais il faut toujours ramener à quelque chose de très factuel. Comment est-ce qu'on peut certifier à notre niveau la façon d'obtenir le bonheur, de s'octroyer un maximum de bonheur à soi-même et aux autres, bien sûr. Comment est-ce que le bonheur existe? Est-ce qu'il a des causes? Est-ce que la souffrance existe? Est-ce qu'elle a des causes? Est-ce qu'on peut se débarrasser des causes de la souffrance? C'est tout le principe même du bouddhisme. Ouais. Et de toute tradition religieuse en général, de toute façon. Toute tradition spirituelle en général. C'est comment s'octroyer à soi-même et aux autres un maximum de bonheur. Génial. OK. Donc ainsi, la fonctionnalité des choses a deux niveaux. Un niveau qui nous concerne au niveau pratique, mais aussi un niveau plus général qui est identifié à la causalité. Par conséquent, sont choses, tous les phénomènes capables de remplir une fonction, que ce soit la fonction de produire un effet ou celle de nous apporter bonheur et souffrance, ce qui est aussi un effet, évidemment. Donc ce qui est capable de produire un effet, c'est la marque du réel pour les Sautrantika. C'est très important. C'est-à-dire que ce qui va nous aider ensuite à comprendre le prasangika, les vues plus subtiles, c'est si déjà au niveau Sautrantika, on arrive à comprendre que, en effet, il y a le règne de l'existence. Le règne de l'existence a deux niveaux d'existants. Les impermanents, qui sont des existants purs et durs, qui sont du concret, du solide, et le règne des permanents, qui, eux, sont beaucoup plus fragiles. Beaucoup plus fragiles parce qu'ils dépendent d'une conscience conceptuelle. Ils dépendent d'une conscience conceptuelle. Ce sont des généralités, des phénomènes généralement caractérisés. On a les phénomènes spécifiquement caractérisés et les phénomènes généralement caractérisés. Donc c'est la même chose que de dire on a les impermanents et les permanents, les vérités ultimes et les vérités conventionnelles, les choses et les phénomènes qui ne sont pas des choses. Ouais. Donc, phénomène spécifiquement caractérisé, soit l'akshana en sanskrit, c'est la cible de Arya Nagarjuna, c'est la cible des prasangika. Donc c'est pour ça que c'est utile de comprendre ce que disent les Sautrantika par rapport à ça, parce que mieux on comprendra l'objet de négation, plus ce sera facile de le réfuter par la suite. Ouais. C'est notre cible, les phénomènes spécifiquement caractérisés. Quand on dit exister de manière inhérente, exister par ses propres caractéristiques, c'est ça qu'on entend ici. Phénomènes spécifiquement caractérisés. Et donc, ce sera réfuté par les prasangika. Ok. Donc ça, c'est un point important. Et un autre point important aussi, c'est que, comme on l'a dit, les phénomènes généralement caractérisés, les permanents, qui sont les objets apparents des consciences conceptuelles, n'existent d'un certain point de vue qu'au travers d'une conscience conceptuelle. On a besoin de la conscience conceptuelle pour les réaliser explicitement. On peut réaliser implicitement un phénomène permanent. Par exemple, l'absence de quelque chose. Exactement, l'absence de quelque chose. L'absence de contact obstructif, par exemple, qu'il y a entre la table et nous, cet espace-là, il est permanent. S'il est permanent, il ne peut pas être la cause d'une perception visuelle, parce que ce qui est permanent n'est pas une cause. Donc, il ne peut pas être l'objet apparent d'une perception visuelle, mais la perception visuelle peut le réaliser implicitement. C'est ça que ça veut dire.
Mais on en reparlera plus en détail parce que ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, pour réaliser explicitement ce phénomène permanent, qu'est l'espace incomposé, etc., on a besoin d'une conscience conceptuelle. Donc, ça veut dire que sans la conscience conceptuelle, ce phénomène permanent perd de son identité, en fait. Et donc, ça veut dire que même s'il est permanent, il est plus fragile d'un certain point de vue. C'est un sous-existant. C'est pas une vérité ultime, c'est une vérité conventionnelle, c'est beaucoup plus fragile d'un certain point de vue que les vérités ultimes qui sont du concret, du solide, etc. Et donc, ça nous aide à comprendre que on peut avoir des existants qui n'existent qu'au travers d'une simple conceptualisation. Et donc, ça va nous aider ensuite à comprendre aussi le prasangika, parce que pour le prasangika, pour Arya Nagarjuna, tout ce qui existe n'existe qu'au travers d'une simple imputation. Et donc, ça nous aidera à comprendre d'autant mieux tout ça. C'est génial, cette école, elle est vraiment géniale pour tout ça. Okay. Donc, je crois que je vous ai fait une bonne pub pour suivre la suite du texte. Tu es très fort. On essaiera de suivre la fois prochaine à la page 46 par rapport à cette notion, justement, cette distinction des phénomènes, etc. OK? Ouais. En tout cas, bravo. Et donc, à 15h, il y aura Dura, justement, sur la suite de cette école par rapport à comment est-ce qu'on débat par rapport à tout ça. Merci encore, c'est super. Merci, Jinta. Au revoir. Bonne journée. À tout à l'heure. Ciao, ciao.